et en France 21%, avec une part prépondérante des transferts de l'État vers les collectivités, environ 50%, 54% pour le Maroc, 52% pour la France. Par ailleurs, au Maroc, la fiscalité locale propre, y compris les redevances, a généré à titre indicatif un montant de l'ordre de 12 milliards en 2018, ce qui représente moins de 30% des ressources des collectivités et environ 1,1% du PIB, contre une moyenne mondiale d'environ 3,5% et 5% du PIB en France. Un autre constat important à souligner pour le Maroc est celui de la gouvernance, qui souffre d'un déficit à plusieurs niveaux, avec une gestion éclatée entre la DGI, la TGR et les collectivités locales. Et sur les 12 milliards de ressources fiscales propres générées en 2000 par 30 prélèvements, seulement 7 milliards sont générés par les 3 impôts, 7 milliards sont générés par les 3 taxes qui sont gérées par la DGI, ce qui représente 55% sur les 30 prélèvements. Partant de ces différents constats et en s'inscrivant dans le processus en cours de mise en œuvre de la régionalisation avancée, la DGCL a initié depuis plusieurs années un projet de réforme de la fiscalité locale qui a fait l'objet, au même titre que la fiscalité d'État, un débat national public lors des dernières assises de la fiscalité, et plusieurs recommandations ont été émises qui, on s'attend à ce qu'ils soient intégrés dans le projet de loi cadre actuel, dans la loi cadre qui est actuellement en projet. Rapidement, en France également, il y a une grande réforme de la fiscalité locale qui est annoncée depuis plus de 2 ans, est actuellement en cours d'élaboration et qui prévoit, entre autres, la suppression de la taxe d'habitation aux résidences secondaires, suppression qui est promise, bien sûr, par l'exécutif pour 2020, sachant qu'elle continue à susciter encore beaucoup de débats et même d'opposition de la part d'associations de maires et d'élus. Je me limite à cette introduction pour donner la parole à nos intervenants et je commencerai par Khalid Safir Ouali, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. La parole est à vous, Khalid. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel, immense plaisir de venir dans cette grande maison qui est la Trésorerie générale du Royaume et surtout de rencontrer et de retrouver un certain nombre de responsables et de cadres auprès desquels j'ai travaillé quelques années, il y a quelques temps. Ces cadres et responsables dont je reconnais la compétence, l'expertise, le professionnalisme, mais aussi le patriotisme et le dévouement. Je souhaite en premier lieu remercier Monsieur le Trésorier général du Royaume et mon ami, Sy Noordine Messouda, d'avoir choisi cette thématique pour le colloque de cette année, thématique qui tombe à point, ce qui a été dit hier par Monsieur le ministre délégué au ministère de l'Intérieur, notamment sur le fait que pour crédibiliser l'action des collectivités territoriales, tout dépend de la ressource financière, ce dont nous sommes en train de parler, nous allons parler aujourd'hui, mais aussi la ressource humaine. Si nous voulons crédibiliser leur action pour que les citoyens voient cette action à travers la qualité des services et des infrastructures qui leur sont offerts. Je tiens aussi à remercier le professeur Marie-Christine Esclasson et le professeur Michel Bouvier de nous avoir accompagnés au niveau de la Trésorerie générale, au niveau de la Direction générale des collectivités locales dans notre réflexion sur la réforme de la fiscalité locale. Et ce que je vais dire ce matin est en grande partie issu du rapport du cabinet Bouvier concernant cette réforme. Donc, le Maroc s'est engagé au cours de cette dernière décennie dans un processus de réforme destiné à promouvoir les collectivités territoriales, à élargir leurs compétences, à améliorer leur fonctionnement et à moderniser leurs moyens et modes d'intervention dans le but de les ériger en acteurs incontournables du développement du Royaume. Pour que ces entités décentralisées puissent exercer pleinement les compétences qui leur sont dévolues, elles disposent, en vertu de l'article 141 de la Constitution, de 3 catégories de ressources financières. Des ressources financières propres, les ressources financières affectées par l'État et les ressources financières transférées suite à un transfert de compétences de l'État. À cet égard, la fiscalité locale, en tant que composante de ces ressources financières propres, peut contribuer activement à améliorer l'autonomie financière de ces collectivités, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des transferts étatiques. Cependant, l'évolution des ressources issues de cette fiscalité locale ne suit pas la croissance exponentielle des besoins de financement
que nécessite la satisfaction de la demande en équipements et en services publics locaux par les citoyens, et ce suite au développement urbain que connaît le territoire national. La présente contribution essaie, à travers l'étude de la situation actuelle des taxes et redevances locales, d'entrevoir la nouvelle vision pour la fiscalité locale au Royaume. À ses débuts, la fiscalité locale marocaine n'intéressait que les communes urbaines. Et ensuite, c'est passé aux communes rurales. Ce n'est qu'avec le développement du processus irréversible de la décentralisation que la législation relative à la fiscalité locale institua des taxes au profit des préfectures et provinces, puis aux régions, dernièrement. Cette évolution a donc consacré la spécialisation fiscale consistant à affecter l'impôt local à un seul niveau ou à une seule catégorie de collectivités territoriales. Actuellement, les collectivités territoriales marocaines, toutes catégories confondues, disposent de 17 taxes et 13 redevances, régies par une législation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Les statistiques relatives à ces taxes et redevances durant la période de 2015 à 2018 révèlent que leurs recettes sont passées de quasiment 10 milliards de dirhams en 2015 à plus de 12 milliards en 2018. Ainsi, le produit de la fiscalité locale représente aujourd'hui 29% des recettes ordinaires des collectivités territoriales, contre 54% pour les transferts issus de la fiscalité de l'État et 8% pour les recettes non fiscales. Pour compléter cet état des lieux, il est nécessaire de mettre en exergue la place des taxes et redevances dans les recettes ordinaires de chaque type de collectivité territoriale. À cet effet, il est à distinguer au sein de la fiscalité locale entre la fiscalité des communes, environ 93% du total du produit de cette fiscalité en 2018, celle des préfectures, qui ne dépasse pas 2%, et celle des régions, qui est autour de 5%. En effet, bien que l'objectif de financement reste un dénominateur commun entre les différentes taxes et redevances locales, celles-ci n'y contribuent pas de la même manière. Ainsi, et en ce qui concerne les communes, cette fiscalité présente les caractéristiques suivantes. Un nombre très important de taxes, 11, et de redevances, 13, ce qui explique le volume des recettes fiscales réalisées, notamment par les impôts directs que sont la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe de services communaux et la taxe sur les terrains urbains non bâtis. Une logique duale des taxes déclaratives et des taxes soumises au recensement et à l'émission par voie de rôle, sachant que pour les systèmes déclaratifs, il s'étend seulement à l'obligation ponctuelle de déclaration, par exemple, d'acquisition, par exemple. Un cadre de gestion multi-acteurs. Ainsi, les trois taxes, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe des services communaux, sont gérées par les services de l'État, en l'occurrence la Direction générale des impôts, chargée de l'assiette, et la Trésorerie générale du Royaume, chargée du recouvrement. La gestion des autres taxes et redevances est assurée par les services fiscaux des communes. Une fiscalité foncière prépondérante. Les taxes et redevances communales, selon leur nature, indiquent une prépondérance du caractère foncier des impositions et l'aspect résiduel de la dimension économique. Un pouvoir fiscal dérivé accordé aux communes à travers le vote par leur conseil élu des bases de tarifs ou de taux pour certaines taxes et redevances dans le cadre d'une fourchette fixée par la loi. Les trois taxes gérées par l'État ont des taux fixés par la loi. Un produit fiscal qui bénéficie partiellement à l'État. 10% de la taxe professionnelle, 10% de la taxe d'habitation, 10% pour les chambres professionnelles et aux régions. Ensuite, des dépenses fiscales multiples, notamment sous forme d'exonération temporaire et permanente accordée à certains contribuables. Et enfin, donc, parmi les caractéristiques, un contentieux énorme par rapport à la recette réalisée, environ 40%. Au regard du volume des recettes enregistrées par la fiscalité communale, les études réalisées par la Direction générale des collectivités locales et les missions menées par l'Inspection générale de l'administration territoriale révèlent, à droit constant, l'existence d'un potentiel fiscal inexploité ou mal appréhendé. Par ailleurs, l'élargissement de l'assiette de certaines taxes est à envisager pour améliorer leur rendement. Par exemple, à titre d'exemple, la taxe sur les terrains non bâtis
dont les 80% de recettes sont perçues seulement dans 40 communes et peut générer davantage si son application intéresse un nombre plus important de communes. Au niveau des préfectures et provinces, bien que ces préfectures et provinces disposent de 3 taxes, que sont la taxe sur les permis de conduire, la taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique et la taxe sur la vente des produits forestiers, la loi ne leur a pas accordé le pouvoir de fixation des taux ou tarifs de ces taxes. Cette caractéristique s'ajoute à celle de la faiblesse du rendement de ces taxes avec un produit qui ne participe qu'à hauteur de 4% des recettes ordinaires de ces unités décentralisées. Le produit de cette fiscalité est en baisse depuis les 3 dernières années, ce qui signifie que les ressources financières des préfectures et provinces s'appuient essentiellement sur les transferts étatiques. Enfin, au niveau des régions, donc les 12 régions bénéficient aujourd'hui de transferts de l'État qui viennent de la taxe sur les permis qui viennent de trois taxes, que sont les permis de chasse, la taxe sur les exploitations minières et la taxe sur les services portuaires. Il est à noter que la taxe, justement cette taxe sur les services portuaires, qui participe à 1/3 des recettes de cette fiscalité, n'est pas perçue dans les 3 régions ne disposant pas de port. Donc c'est une taxe un peu exclusive. Par ailleurs, et tel qu'il a été précisé plus haut, les régions bénéficient d'une part du produit de certaines taxes communales, 10% de la taxe sur les services communaux, 5%. Et ce flux allant des communes vers les régions peut être considéré comme une forme de péréquation horizontale qui sert à consolider les ressources financières des régions. Il est à noter notamment que cette fiscalité évolue à dents de scie et la part de son produit dans les ressources financières des régions reste très marginale par rapport au transfert étatique. Ceci pour dire globalement que pour les régions et pour les préfectures, la taxation fiscale locale reste très très marginale et donc toutes leurs recettes et ressources dépendent des transferts de l'État, ce qui réduit beaucoup donc leur autonomie financière. Le diagnostic adressé au sujet de la fiscalité locale devrait prendre en compte les 2 volets du système fiscal local. D'un côté, la politique fiscale et de l'autre, l'administration de cette fiscalité. La fiscalité locale marocaine se place dans les standards que l'on trouve dans d'autres pays. Elle taxe d'abord la propriété foncière et les activités économiques. Elle permet de faire contribuer les ménages et les entreprises au financement des dépenses publiques. Elle donne la possibilité aux communes de lever des droits et redevances et leur permet de faire participer l'usager effectif de ces services. Et puis, elle responsabilise les élus, puisqu'elle leur accorde le pouvoir de modulation de certaines taxes et redevances, ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur l'effet taux, étant donné que l'effet base reste un monopole du législateur. Cependant, le dispositif législatif souffre d'incohérences qui se sont aggravées suite à l'évolution extraordinaire de l'environnement juridique, économique et social, notamment après la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée et l'adoption en 2015 des lois organiques relatives aux collectivités territoriales. Il est donc primordial que le cadre juridique soit simplifié et clarifié, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'assiette et de liquidation qui sont inadaptés ou compliqués, en ce qui concerne aussi les nombreuses mesures d'exonération qui manquent de rationalité économique et sociale, et les procédures de contrôle, sanctions et contentieux qui sont à harmoniser. En ce qui concerne l'administration fiscale, et au niveau de la gestion des taxes et des redevances, la situation d'éclatement institutionnel est source de nombreux dysfonctionnements importants, notamment au niveau de l'identification des contribuables, le recensement de la matière imposable et l'activité de surveillance et de contrôle, puisqu'aujourd'hui la fiscalité locale est gérée par, d'un côté, la Direction générale des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et les services fiscaux des collectivités territoriales. Il est donc primordial de mettre fin à cet éclatement institutionnel en confiant la gestion des taxes locales et des redevances à une même structure pour chaque nature d'impôt ou taxe. En repensant le cadre de gestion des taxes et redevances, organigramme, fonction, procédure, système d'information, et en instituant un organe de pilotage au niveau national.
Ainsi, et dans un contexte qui se caractérise par l'incertitude et la fragilité de l'économie au niveau international et les pressions accrues qui pèsent sur les finances de l'État, une fiscalité locale solide constitue un élément clé de stabilité. Ainsi, la levée des dysfonctionnements de la fiscalité locale marocaine nécessite une nouvelle vision dont les déterminants et les contours doivent assurer l'adaptation du système fiscal local sans le bouleverser. En prenant en considération les enjeux d'une réforme de cette fiscalité, il s'avère nécessaire de se fixer des objectifs à atteindre dans le cadre d'une nouvelle vision. Les nouvelles vocations des collectivités territoriales impliquent de nouveaux seuils de besoins de financement. Ça a été dit hier par M. le ministre délégué au ministère de l'Intérieur. Notamment, les investissements à caractère urbain nécessitant près de 320 milliards de dirhams pour les 10 prochaines années, se composant d'infrastructures et d'équipements publics pour 215 milliards de dirhams, de mobilité pour 58 milliards de dirhams et de travaux d'assainissement liquide et solide pour 47 milliards de dirhams. Les programmes de développement des régions, estimés à 411 millions de dirhams, dont 120 milliards de dirhams sont à la charge de ces régions. Et enfin, les contributions des collectivités territoriales au titre du Fonds de lutte contre les disparités dans le monde rural et les zones montagneuses, soit environ 20 milliards de dirhams. La couverture de ces programmes est assurée par diverses sources de financement, notamment les ressources fiscales, les ressources d'emprunt, les participations de l'État et les partenariats publics-privés. La fiscalité locale est donc appelée à participer davantage à la couverture de ces besoins, mais sans aggraver de manière significative la pression fiscale. À cet égard, il y a lieu de noter qu'un benchmark international révèle que le Maroc partage avec les États unitaires similaire, sa ventilation des ressources des collectivités territoriales, et que la part des recettes de la fiscalité locale dans le PIB, donc la pression fiscale, est de l'ordre de 2,5%, et qu'elle est inférieure à la moyenne des 90 pays unitaires, qui est, elle, de 3,3%. Aussi, pour que la fiscalité locale soit rentable, acceptable, compréhensible et interprétable, il est nécessaire d'instaurer un niveau de confiance mutuelle entre les redevables, l'administration et les élus locaux, afin de combler le déficit de légitimité des taxes locales, qui est constatable aujourd'hui, aussi bien du côté des contribuables que de celui des agents et des administrations et des élus. De répondre aux soucis de justice fiscale et d'égalité devant l'impôt, qui figurent parmi les principes constitutionnels les plus fondamentaux. De responsabiliser les élus locaux, suite à la disponibilité des fonds nécessaires à la réalisation des actions à mener pour aménager leur collectivité et les développer économiquement et socialement. Les produits de l'impôt et des redevances constituent des facteurs clés de cette responsabilisation. Et d'instituer une nouvelle gouvernance de la fiscalité locale s'inscrivant dans un mouvement international plus global de réforme des finances publiques. Pour atteindre ces objectifs, les trois principaux objectifs à observer sont la coexistence d'une fiscalité des collectivités territoriales à côté de celle de l'État, de manière à sauvegarder le pouvoir fiscal de ces entités décentralisées, la convergence de la fiscalité locale vers celle de l'État, aussi bien en ce qui concerne les procédures fiscales qu'au niveau des bases d'imposition, et troisièmement et dernièrement, la cohérence entre les deux fiscalités en vue de définir les contours d'un système fiscal national plus équitable, performant, compétitif, orienté développement et intégrant les principes universels de bonne gouvernance fiscale. Il est à préciser que la réforme de la gouvernance fiscale locale doit être appréhendée comme une politique publique à part entière. C'est à ce prix que peut se trouver mobiliser l'impôt local, mais aussi renouveler le civisme fiscal et dynamiser le marché économique régional. Il est essentiel que cette politique publique soit clairement définie et identifiée comme telle au sein de la stratégie de l'État marocain. Un certain nombre d'autres facteurs sont également déterminants, et notamment une gestion de l'impôt cohérente et efficace, des fonctions clairement affichées et un service rendu par les collectivités, un service public rendu par la collectivité en rapport avec la charge supportée par le contribuable, des règles de fiscalité à la fois simples et enracinées dans le principe d'égalité devant l'impôt. C'est en respectant ces grandes lignes directrices que la fiscalité locale pourrait devenir un moyen efficace de financer le développement, une voie d'accès privilégiée à une responsabilisation de la gestion publique
et un élément clé de la démocratie de proximité. Le ministère de l'Intérieur a initié depuis 2015 une réflexion au sujet de la réforme du dispositif fiscal local, et cette réflexion a abouti à une nouvelle structure des taxes et redevances locales, qui est devenue la plateforme de discussion 4 années plus tard au sein des assises nationales qui se sont tenues au début de l'année 2019. Sur la base des orientations royales et les différents rapports qui se sont penchés sur les problématiques de la fiscalité locale, le ministère de l'Intérieur a mené des concertations élargies lors des rencontres et des consultations avec l'ensemble des partenaires au sujet des premières réflexions sur la réforme de la fiscalité locale, notamment les présidents des conseils élus, les administrations publiques, les institutions gouvernementales, les opérateurs économiques, les acteurs sociaux, les représentants de différents organismes nationaux et internationaux. Ces rencontres ont permis de dégager un certain nombre d'idées et de propositions importantes susceptibles de mettre en place un nouveau dispositif fiscal local à même d'assurer un rendement financier appréciable en opérant des choix de base d'imposition rentables et probants, une meilleure compétitivité économique et un soutien conséquent aux entreprises nationales et à l'encouragement de l'investissement public et privé, une meilleure équité fiscale et neutralité de l'impôt entre contribuables et territoires, la mise en place de textes juridiques simples et intelligibles, la maîtrise de la pression fiscale par le biais de l'élargissement de l'assiette et la répartition équitable de la charge fiscale, et l'harmonisation du dispositif avec le cadre fiscal de l'État et avec l'environnement économique et social en général. Ces idées ont été l'objet non seulement d'un débat national, mais aussi de rencontres au niveau de chaque région qui ont été organisées par les Wali de région, auxquelles ont participé les élus locaux et les représentants des services déconcentrés de la Trésorerie générale du Royaume et de la Direction générale des impôts. Ces rencontres régionales ont apporté des centaines de propositions qui ont touché les axes de la restructuration des taxes locales, de la revalorisation des redevances locales et de la reconfiguration du mode de gouvernance. Parmi ces propositions, plusieurs rencontres régionales ont permis d'aboutir aux objectifs suivants: de regrouper la fiscalité locale et la fiscalité de l'État en un code unique, adapter la loi fiscale aux dispositions des lois organiques et autres lois, telles que celles de l'urbanisme, regrouper les taxes ayant la même assiette, regrouper les taxes à base foncière en une seule taxe, une taxe foncière, assise sur le mètre carré au lieu de la valeur locative, instaurer l'obligation de la révision des tarifs après une durée déterminée, réduire le nombre d'exonérations et créer des taxes sur les activités polluantes telles que les usines polluantes, la trituration d'huile d'olive, la vente de sacs de plastique. Mesdames et messieurs, les assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 3 et 4 mai derniers ont été l'occasion d'annoncer et d'entériner un ensemble de propositions qui ont été développées lors de ces assises et qui ont été retenues pour la réforme de la fiscalité locale. J'en cite quelques-unes. Supprimer la taxe professionnelle et les taxes locales sur les activités particulières et mettre en place une taxe territoriale sur l'activité économique assise sur l'excédent brut d'exploitation. Lier les recettes locales à la production de richesses sur les territoires. Harmoniser les bases d'imposition pour une meilleure visibilité pour les investisseurs. Supprimer les taxes locales de nature immobilière et mettre en place une seule taxe foncière locale assise sur la valeur vénale du bien. Prévoir un taux de cette taxe fiscale élevé et progressif dans le temps, spécifique au terrain non bâti. Étendre cette taxe foncière aux administrations publiques et services de l'État. Améliorer l'efficacité de la taxe foncière en utilisant les informations disponibles dans toutes les administrations. Adopter le numéro du titre foncier comme identifiant des biens immeubles avec une proposition des modalités d'appréhension pour les biens non immeubles. Ce service des prix de référence comme base à la détermination de la valeur vénale. Converger les fiscalités de l'État et locales et harmoniser les bases par la mise en place d'un seul code et y intégrer même la parafiscalité. Lier les recettes locales à la production de richesses sur les territoires. Améliorer la gouvernance fiscale par une gestion selon le principe de celui qui émet recouvre, et donc avoir un seul responsable de bout en bout pour chaque taxe. Statuer sur un organigramme de gouvernance unique.
et doter les régions d'une fiscalité écologique visant la promotion du développement durable et élargir le champ d'application de certaines taxes instituées au profit des régions. Il est à noter qu'un projet de loi cadre devrait porter les principes tendant à concrétiser ces recommandations, ainsi que leur programmation précise sur 5 ans à partir de 2020. Et ceci a été un engagement de M. le ministre de l'Économie et des Finances annoncé lors de la clôture des assises de Schirat en mai 2019. En ce qui concerne la perspective du regroupement de la fiscalité de l'État et celle des collectivités territoriales dans un code général unique, elle a suscité plusieurs craintes en y voyant que la fiscalité locale perdrait de sa spécificité et qu'elle impacterait négativement les finances locales. Néanmoins, les relations systémiques entre les deux fiscalités appellent à leur regroupement dans un seul code afin de donner de la cohérence à l'ensemble et de la visibilité aux acteurs économiques. D'ailleurs, malgré la menace de reproduire le scénario français, dans lequel l'État est devenu le premier contribuable local et que des cadeaux fiscaux pourraient se faire au niveau des taxes locales, nous pensons que le Code général unique demeure une opportunité pour la fiscalité locale, notamment en ce qui concerne le partage de l'assiette fiscale entre l'État et les collectivités territoriales. Nous restons optimistes. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, la réflexion au sujet d'une nouvelle vision pour la fiscalité locale au Maroc est à mener dans la perspective de mettre en œuvre une fiscalité locale marocaine rentable, performante et légitime, qui institue un espace fiscal durable tout en s'inscrivant dans la dynamique sociétale que connaît notre pays. Pour atteindre les objectifs escomptés, les solutions préconisées devraient être cohérentes et organisées sur la base d'un projet stratégique qui prend en compte non seulement le chantier de la régionalisation avancée, mais aussi la réflexion profonde sur le devenir du modèle de développement national suite aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et bien que la réforme de la fiscalité locale possède aujourd'hui une vision autour de laquelle un consensus a été confirmé, sa mise en œuvre reste tributaire d'une feuille de route dont les éléments sont à décliner soigneusement après l'adoption de la loi cadre relative à la réforme fiscale. Merci. Merci, Khalid Safir, Walid, directeur général, pour cet exposé riche, détaillé et clair. Alors, je ne vais pas reprendre, effectivement, puisque l'exposé était trop riche, et je vais peut-être rapidement synthétiser, dire 2 ou 3 mots par rapport à ce qui a été dit par Khalid Safir. Donc, ce qui a été, voilà, je rappelle tout simplement qu'il y a un processus de réforme qui est aujourd'hui en cours, qui a pour objectif de faire des collectivités territoriales, des entités décentralisées qui agissent en tant qu'acteurs autonomes à part entière. Il y a un constat, c'est que les ressources propres des collectivités territoriales ne suivent pas l'évolution des besoins croissants des villes et des territoires, des populations. Il y a des caractéristiques de la fiscalité actuelle qui sont la multiplicité des taxes et des redevances avec des rendements qui sont très faibles, un cadre de gestion qui est multicanal, une fiscalité foncière prépondérante et des dépenses fiscales qui sont multiples, avec également un contentieux qui est énorme par rapport effectivement au rendement de cette fiscalité locale. Je rappelle également que la fiscalité locale, les ressources propres, la fiscalité locale génère pour 93% de ressources aux collectivités locales, 7% seulement sont dédiés à la région et aux provinces et préfectures. Il y a également une existence d'un potentiel qui est inexploité et une assiette qui est mal maîtrisée. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un consensus sur la base d'un débat qui a été fait avec les différents acteurs et parties prenantes autour de la réforme de la fiscalité qui va consister à regrouper la fiscalité locale dans le même code que la fiscalité d'État, de veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre la fiscalité d'État et la fiscalité locale et de faire de la fiscalité locale un levier de développement pour les régions et les collectivités territoriales.
Donc, on attend bien entendu la feuille de route qui va permettre effectivement de mettre en œuvre cette vision qui est aujourd'hui partagée. Et j'espère qu'une fois que la loi cadre va sortir, cette feuille de route va rapidement voir le jour, parce que je pense que les besoins ne cessent de croître de nos populations. Et le temps aussi, plus le temps passe, plus les besoins augmentent, et on doit agir rapidement. Et j'espère qu'on aura d'ici 1 an, 2 ans, une feuille de route claire pour la mise en œuvre d'une réforme qui répond à toutes ces attentes. Alors, sans trop tarder, je donne la parole à notre deuxième intervenant, le professeur Michel Bouvier, que je n'ai pas besoin de présenter puisque tout le monde le connaît, il est depuis 13 ans avec nous, chaque année. Donc, la parole est à vous, professeur Michel Bouvier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole pour parler de l'avenir de la fiscalité locale en France, dans ce monde qui est en train de bouger considérablement, comme vous le savez, et comme on en a déjà discuté hier. Alors, depuis une quarantaine d'années, là encore, le monde se transforme, mais la France s'est véritablement métamorphosée depuis 40 ans. Les jeunes générations ne s'en rendent pas forcément compte, mais lorsqu'on a vécu ces 40 dernières années en tant qu'adulte, on voit bien que la France n'est plus du tout ce qu'elle était. Et donc, par conséquent, ces institutions aussi sont mises à l'épreuve. Et parmi ces institutions, la fiscalité est mise à l'épreuve. Et parmi cette fiscalité, la fiscalité locale est mise à l'épreuve. Une fiscalité locale qui s'est rapidement trouvée décalée par rapport à son environnement économique, par rapport à son environnement social. Une fiscalité locale qui a été critiquée dès les années 1970. C'est une fiscalité inefficace, une fiscalité archaïque, je reviendrai. Une fiscalité qui n'était pas égalitaire. Et l'un des principes de la fiscalité, qui figure d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, c'est l'égalité devant l'impôt. Une fiscalité dont la pression fiscale était trop lourde, une fiscalité hétérogène, une fiscalité complètement incompréhensible. Alors, cette fiscalité locale française est-elle une mosaïque? Là, vous avez une belle mosaïque, c'est un petit village grec, belle mosaïque. Si on identifiait la fiscalité locale à cette mosaïque, on dirait que la fiscalité locale française, c'est une merveille. C'est vraiment une œuvre d'art. Cette fiscalité locale, elle est composée d'impôts directs et d'impôts indirects. Mais est-ce que c'est vraiment une mosaïque, notre fiscalité locale? Est-ce que ça n'est pas plutôt du patchwork? Si vous regardez, vous n'arriverez pas à lire les différents impôts locaux qui figurent sur ce slide, mais vous pouvez en compter à peu près une quarantaine. Et si on compte ce qui est à la marge des impôts locaux, on est aux alentours de plus de 50 prélèvements obligatoires pour les collectivités territoriales, pour les collectivités locales en France. Donc, par conséquent, on est face à une fiscalité qui est hyper complexe. Dans cette fiscalité, jusqu'à une période très récente, mais c'est en train de disparaître, 4 impôts, ou plutôt à la fin 3 impôts, étaient prépondérants. C'était 3 impôts directs, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle qui n'existe plus, et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il y avait un quatrième, la taxe foncière, il y a un quatrième, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, moins important. Mais disons, lorsqu'on parle des impôts locaux en France, et lorsque les discussions se portaient sur les impôts locaux en France, c'était surtout sur ces impôts-là que les discussions ont porté. Beaucoup moins sur les autres, malheureusement d'ailleurs. Alors, le poids de la fiscalité locale, il est assez lourd d'une certaine manière, puisqu'il est, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir sur les slides, mais le total de la fiscalité locale, c'est presque 150 milliards d'euros. Donc, par conséquent, c'est pas mal. L'ensemble des dépenses des collectivités locales, dans leur ensemble, ça doit être aux alentours aujourd'hui de 240-250 milliards d'euros peut-être maintenant. Donc par conséquent, la fiscalité locale tient une importance grande dans le financement des collectivités locales. Le reste, ce sont les dotations, les emprunts et éventuellement les ressources du domaine public ou privé des collectivités locales. Alors la réforme de la fiscalité locale,
C'est un processus complexe. C'est un processus complexe parce qu'elle fait intervenir de nombreuses collectivités locales, d'ailleurs, très différentes les unes des autres en France. Nous avons des toutes petites collectivités locales, nous en avons des très grandes, et c'est une différenciation énorme au niveau local que l'on peut constater entre collectivités. De multiples influences subies par le secteur local et par les finances locales, à la fois aussi dans le temps. Le processus de réforme des finances des collectivités locales, il est ancien. En fait, si l'on regarde rétrospectivement, si l'on a une vision cette fois rétrospective et non pas prospective, on s'aperçoit que dès les années 20, on a commencé à vouloir réformer les finances des collectivités locales et la fiscalité locale en particulier. On parlait déjà dans la seconde moitié des années 20 de la crise des finances locales. Crise des finances locales parce qu'on sortait de la guerre de 14-18 et il fallait remonter le pays. Et pour remonter le pays, eh bien, il y avait énormément de problèmes parce que beaucoup d'entreprises avaient disparu, surtout dans le nord de la France. Donc, par conséquent, il fallait mettre en place, on avait mis en place à l'époque des boucheries municipales, des boulangeries municipales, etc. Le Conseil d'État avait entériné cela. On appelle cela... c'est la jurisprudence du Conseil d'État que l'on appelle la jurisprudence du socialisme municipal. En fait, ça n'a rien à voir avec l'idéologie socialiste, c'est simplement qu'il fallait faire comme cela. Et les collectivités locales manquaient d'argent. Par ailleurs, un autre facteur est intervenu. En 1914 et en 1917, on crée un impôt que l'on appelle à l'époque un impôt moderne, l'impôt sur le revenu. Un impôt qui est beaucoup plus rentable que les impôts des collectivités locales. Il faut dire que les impôts des collectivités locales que nous avons connus par la suite sont des impôts qui sont issus de la Révolution française. C'était des impôts d'État à la Révolution française, assis en quasiment totalité sur la propriété foncière. Donc ce sont des impôts fonciers. La richesse des États sous l'Ancien Régime, sous la monarchie d'autrefois, était une richesse foncière. Donc par conséquent, quand on cherche la rentabilité d'un impôt, on cherche à l'appliquer à une base qui est une base évolutive, qui est une base qui va augmenter et qui est donc la source de la richesse d'un État, des nations. Et donc, par conséquent, tout à fait logiquement, les impôts fonciers sont devenus des impôts importants. Et c'est les impôts qu'ont créés les révolutionnaires. Et ces impôts fonciers, la richesse foncière, la valeur foncière est devenue une valeur dérisoire par rapport à la nouvelle valeur qui était en train de se créer avec le développement industriel. C'est la valeur travail qui est devenue la plus importante. La valeur travail parce que le développement industriel nécessitait du capital, des investissements pour les entreprises et du travail. Il fallait du travail pour faire marcher les machines. Donc par conséquent, pour produire. Donc par conséquent, la valeur travail est devenue la valeur essentielle et on a commencer à réfléchir sur une fiscalité assise sur la valeur travail. L'impôt sur le revenu a fait partie de ces recherches-là. Et donc, c'est devenu un impôt moderne. Les collectivités locales se sont vues transférer en France, après la Première Guerre mondiale, après la mise en place de l'impôt sur le revenu en France, se sont vues transférer les impôts qui étaient des impôts d'État aux collectivités locales. Donc, par conséquent, elles ont hérité d'impôts fonciers qui étaient des impôts originellement révolutionnaires. Ce qui fait qu'à partir de 1920, on a des impôts qui sont des impôts fonciers, mais qui ne sont pas suffisants pour financer les dépenses des collectivités locales, qui ne sont pas pourtant très importantes à l'époque, les dépenses des collectivités locales. Il n'y avait pas beaucoup d'investissements qui étaient faits. On avait deux sections dans le budget d'une collectivité locale, la section ordinaire qui correspond maintenant à la section de fonctionnement et la section extraordinaire qui concernait les investissements. Et la section extraordinaire, si vous regardiez les budgets de l'époque, elles étaient vraiment réduites à peau de chagrin. Ce n'était pas grand-chose à cette époque-là. Donc, par conséquent, on a commencé à réfléchir et des commissions ont été mises en place pour réfléchir sur la réforme des finances locales et sur la réforme de la fiscalité locale en particulier. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Nous ne cessons pas de réfléchir sur la réforme de la fiscalité locale depuis les années 20 en France. D'autant que cette réforme de la fiscalité locale
elle s'est accentuée par la suite avec les différents troubles sociaux, économiques, la guerre de 39-45, etc. Enfin, tout ça a fait que la réforme des fiscalités locales elle a été repensée et en 1959, une ordonnance du 7 janvier 1959 a complètement refondu la fiscalité locale. Mais elle n'a pas été appliquée. Elle ne sera appliquée, cette ordonnance de 1959, que beaucoup plus tard, j'y reviendrai, dans les années 1970, justement. Donc notre vision de la fiscalité locale en France, elle doit s'inscrire dans un processus global à la fois dans l'espace et dans le temps, tout en étant soumise, cette réflexion, à un principe d'incertitude, parce que nous vivons dans un monde qui fluctue en permanence et où les crises succèdent aux crises, que ce soit des grandes crises ou des petites crises. En tout cas, nous sommes dans un monde qui bouge, qui se transforme, qui se métamorphose, et donc, par conséquent, les fiscalités locales ont du mal à suivre ces évolutions. Sur le fond, eh bien, c'est quand même un débat crucial que celui de la fiscalité locale, car il implique que l'on réfléchisse sur les relations financières entre l'État et les collectivités locales. L'État s'est construit sur la base de la fiscalité, historiquement. S'il n'y avait pas eu de fiscalité, s'il n'y avait pas des gens suffisamment intelligents pour construire des systèmes fiscaux réguliers, etc., il n'y aurait jamais eu d'État. Donc, par conséquent, la fiscalité, c'est la base même du pouvoir, c'est la base même du pouvoir politique, et cela crée une sorte d'ambiguïté, d'antagonisme même entre l'État et les collectivités territoriales, avec un axe central qui est toujours le même, qui est celui de l'autonomie fiscale de ces collectivités locales. Alors, la fiscalité locale, elle a connu un essor important. Elle a connu un essor important, et j'y faisais allusion hier, après les deux chocs pétroliers. Après les deux chocs pétroliers, il a fallu essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que les conséquences de ces chocs pétroliers sur les finances publiques, et notamment sur les finances de l'État, eh bien, soient compensées. Et là, eh bien, un peu partout dans le monde, tout au moins dans le monde des pays de l'OCDE, on a estimé que le secteur local pouvait parfaitement constituer un acteur permettant le renouveau de l'économie, et ça va être la revanche du local sur le central. En France, le pouvoir central a exercé un pouvoir énorme sur les collectivités locales. Le pouvoir central dirigeait les collectivités locales, notamment avec un contrôle a priori des actes des collectivités locales et non pas un contrôle a posteriori des actes des collectivités locales. On rentre dans la période du small is beautiful. On rentre dans la période où on estime que ce sont les petites structures qui vont permettre le renouveau de l'économie. Petites structures que sont les petites entreprises, les PME. Un rapport du MIT américain l'avait montré à l'époque, avait démontré que en fait, les PME pouvaient être à la source du renouveau économique. Et puis, petites structures, eh bien, les collectivités locales, avec derrière tout ça un principe, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire il faut faire par ceux qui sont plus à même de le faire, il faut leur faire mener les actions, il faut que les fonctions soient ramener au niveau de ceux qui sont le plus aptes à les réaliser, donc le plus efficacement. Il faut cesser, autrement dit, que l'État fasse tout. Il faut décentraliser l'État au niveau des collectivités locales dans une grande partie de ses fonctions et de ses compétences. L'autonomie financière locale, comme je le disais hier, va être conçue à la fois sous l'angle d'une association d'une autonomie de gestion et d'une autonomie fiscale. Je ne reviens pas là-dessus. Mais cette autonomie financière des collectivités locales, elle va être mise véritablement en évidence, elle va être glorifiée tout au cours des années 1970-1980. Je l'ai dit, la crise économique, la solution à la crise économique, le développement local est posé comme la solution à la crise économique. L'État-providence est en crise. Donc cet État-providence qui subvenait aux besoins des populations, et subvenait très bien aux besoins des populations, eh bien, il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait jusqu'alors. Il ne parvient plus
à réaliser les besoins des populations comme il l'avait fait jusqu'alors. Donc, par conséquent, on se tourne vers les collectivités locales. L'État va se décharger sur les collectivités locales d'une partie de ces fonctions, de ce qu'il n'arrive pas à faire. Ce n'est pas propre à la France, cela. C'est un phénomène que l'on connaît à l'époque un peu partout. Aux États-Unis, il y a eu en 1983 l'année du nouveau fédéralisme. On a voulu essayer de mettre au plan local un maximum de fonctions réalisées par l'État central de l'époque, l'État fédéral. Donc on essaie de responsabiliser les collectivités locales en réponse aux problèmes économiques et sociaux et donc de leur donner une autonomie financière. On va décentraliser les finances des collectivités locales. On l'avait déjà commencé à le faire avant les lois de décentralisation, comme je l'ai dit hier. On avait commencé dès les années 1970, en 1976, avec les prêts globaux aux collectivités locales, que l'on a généralisé ensuite en 1979 aux grandes collectivités locales. On avait également institué une dotation globale de fonctionnement, donc une dotation, je le répète, qui n'était pas une dotation spécifique, mais bien globale. Et puis, on avait autorisé les collectivités locales à voter les taux d'imposition des grands impôts directs locaux. Donc tout ça, je l'ai dit hier. Donc on a un retrait de l'État et on estime que la régulation, ce n'est pas par l'État qu'elle doit se faire, mais c'est par le marché économique. Et donc par conséquent, on va faire en sorte d'encourager le marché économique, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire les entreprises. Et on rentre dans une politique économique que l'on appelle une politique de l'offre, qui est une politique libérale classique. Les lois de décentralisation en France, c'est 82-83, et des théories économiques appuient ce déroulement, appuient cette évolution, et c'est essentiellement les théories de l'école du public choice qui vont développer ces thèses-là. L'école du public choice est une école qui, entre autres, parce qu'elle développe beaucoup de choses, une critique très justifiée de la bureaucratie, par exemple, mais développe également, à ce titre-là, la nécessité de décentraliser l'État, plus qu'il ne l'est encore aux États-Unis. La concrétisation de cette autonomie fiscale locale, toujours dans les années 70-80, elle se fait d'abord par la modernisation de la fiscalité locale, une modernisation qui n'avait pas pu être faite par cette ordonnance du 7 janvier 59 dont j'ai parlé tout à l'heure, en mettant en France, et c'est un des éléments majeurs de l'autonomie fiscale, en accordant aux collectivités locales des impôts propres et des grands impôts propres, des impôts directs rentables. En 1973, on crée la taxe d'habitation. C'est un impôt foncier qui est dû par les propriétaires et par les locataires. Les locataires d'un appartement, par exemple, qu'ils louent, mais le propriétaire est également redevable de cette taxe. La taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est redevable, dont les redevables sont les propriétaires de propriétés bâties. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, sur les terrains, et ce sont également les propriétaires qui sont redevables de cette taxe. Ces trois taxes vont être créées pour les collectivités locales et pour l'ensemble des collectivités locales à cette époque-là. À l'époque, les collectivités territoriales étaient les départements et les communes. Les régions ne vont apparaître comme collectivités territoriales que dans le cadre des lois de décentralisation. En 1975, on crée la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'est un impôt sur les entreprises. Il est basé, d'une part, sur les salaires versés par les entreprises. À l'époque, c'est 20% des salaires versés par les entreprises. Et il est assis également, pour une autre partie, sur les immobilisations des entreprises, c'est-à-dire les équipements de l'entreprise. Alors, rendez-vous compte, on est en 1975, il y a déjà eu un choc pétrolier. On sait déjà qu'il y a des problèmes économiques. On taxe, avec cette taxe professionnelle, on taxe les salaires, donc ceux qui emploient sont plus taxés que les autres. Dans une période où on commence à voir du chômage, on n'en est pas encore au million de chômeurs en France, ça sera 1980, 1 million de chômeurs en France, on considérait que c'était énorme en 1980. On taxe donc là les salaires, c'est une erreur quand on est dans un contexte de crise économique, et on taxe les équipements, c'est-à-dire les investissements des entreprises. Alors on a estimé, et beaucoup l'ont dit, que c'était un impôt totalement imbécile. On attribue cette phrase-là au président Mitterrand. Par ailleurs, l'autonomie fiscale, ce sont également, je l'ai dit, des impôts de quotité. On décide
de faire en sorte que les collectivités locales vont avoir le droit de voter le taux d'imposition de ces impôts encadrés, hein, parce qu'on est à une époque, 1980, où il y avait des risques d'excès pour certains impôts, et notamment pour la taxe professionnelle. Donc, par conséquent, on est dans une ère favorable à l'autonomie fiscale des collectivités locales. Mais très rapidement, tout au moins 2 décennies plus tard, disons, à peu près, on a pu constater le déclin de l'autonomie fiscale des collectivités locales. Ça va être la revanche du central sur le local. Le retour de l'État, disent certains. Les déclencheurs de ce déclin d'autonomie fiscale locale, ce sont les années 80, les fins des années 80 et jusqu'aux années 2000. C'est d'abord l'aggravation des déficits en France, l'aggravation de l'endettement public en France. Donc, par conséquent, on a du mal à maîtriser les dépenses publiques, à maîtriser les déficits publics, et donc, par conséquent, si on n'arrive pas à maîtriser les déficits publics, eh bien, à maîtriser l'endettement public, parce que comme on veut maintenir le même niveau de vie, eh bien, on s'endette. Et que si on s'endette, on a des intérêts qui tombent, et on est redevable des intérêts sur emprunt, ce qui augmente les dépenses de fonctionnement, ce qui augmente les dépenses en général, et on est dans un circuit infernal qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, par conséquent, on a un effet boule de neige qui se produit et on a même un effet ciseau qui se produit, c'est-à-dire des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes. Donc, on est dans une situation très critique et l'État commence à se dire il faut que je reprenne la main là-dessus, sur l'ensemble des finances publiques. Car je le répète, et je l'ai dit et répété hier, on raisonne en termes de finances publiques et pas en termes de finances de l'État ou de finances de collectivités locales ou de finances sociales. À part, on ne raisonne pas de façon séparée. On ne raisonne pas, comme on dit, en silos, séparés les uns des autres. On raisonne globalement. Et donc, par conséquent, si ça va mal du côté de l'un, ça va mal du côté de l'autre, et vice-versa. Par ailleurs, la France fait partie, comme vous le savez, de l'Union européenne, et nous développons, dans le cadre de l'Union européenne, une discipline financière de l'Union européenne concernant les déficits et l'endettement. Et nous avons eu pas mal de difficultés pour essayer de respecter les 3% de déficit par rapport au PIB, par exemple, pendant plusieurs années. Nous sommes maintenant en dessous des 3%. Donc, par conséquent, on recherche un équilibre global des finances publiques. Et là encore, eh bien, l'État estime que c'est le meilleur pilote pour arriver à piloter cet ensemble des finances publiques, puisque dans le cadre européen, nous raisonnons globalement. Nous ne raisonnons pas catégorie par catégorie, comme je l'ai dit hier. Donc, là encore, les collectivités locales eh bien, subissent en fait cette situation-là. Par ailleurs, nous sommes aussi dans le cadre, et je l'ai dit à l'instant, d'une politique de l'offre, c'est-à-dire en fait d'une aide aux collectivités, aux entreprises pour essayer de relancer l'économie. Donc par conséquent, faire en sorte que la fiscalité soit la moins lourde possible sur les entreprises. Ce qui a engendré dès 1982, c'est-à-dire dès finalement les première loi de décentralisation. Ce n'était pas dans les lois de décentralisation, mais en même temps, si vous voulez, en 1982, eh bien, on commence déjà à alléger la fiscalité locale sur les entreprises, c'est-à-dire la taxe professionnelle qui avait été créée en 1975. La partie salaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui représentait 20% à l'époque, va être réduite à 18%. On va baisser de 2 points cette partie de la base d'imposition des collectivités locales. Par ailleurs, un tout petit peu après, en 1986, on va réduire de 16% de façon uniforme la base de la taxe professionnelle. Toujours parce qu'il fallait aider les entreprises. On était dans le cadre de cette politique de l'offre, de l'effet Laffer, la courbe de Laffer que vous connaissez tous, etc., etc. Et donc, par conséquent, on a une politique fiscale qui va dans ce sens-là et qui touche aussi bien la fiscalité de l'État, mais qui touche la fiscalité des collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, eh bien, elles vont dire, mais nous avons un manque à gagner, mais je vais y revenir. Et puis, il s'est passé aussi une chose, c'est qu'au milieu des années 80, on était véritablement, d'une façon générale, très sensible à ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire l'idée que c'est le marché qui devait relancer la machine, et non pas l'État. Que l'État, c'était le problème, comme avait dit Reagan. Et en 2004,
en 2008, pardon, des économistes de toute obédience, d'anciens hommes politiques se réunissent pour dire, en fait, si on veut relancer la machine, si on veut lutter contre la pauvreté, si on veut régler les problèmes, il faut redonner du pouvoir à l'État. Et là encore, on appelait ça le contre-consensus de Washington. Ce n'étaient pas des socialistes, ce n'étaient pas des interventionnistes, c'était toutes sortes d'économistes, et même beaucoup d'économistes libéraux classiques, qui étaient conscients du problème et qu'il fallait que l'État revienne sur le devant de la scène. Les formes de ce déclin d'autonomie fiscale ont pris véritablement un sens dans le cadre d'une forme de déterritorialisation de l'impôt, c'est-à-dire d'un éloignement de l'impôt local du contribuable local pour remonter vers l'État au niveau finalement du contribuable national. Alors, ça a été la démultiplication des allègements fiscaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des dégrèvements et des exonérations. Et ces dégrèvements et ces exonérations ont donné lieu à des dotations. La première des dotations, ça a été la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Puis ensuite, on a intégré les compensations de ce manque à gagner des collectivités locales liés aux allègements qui avaient été accordés par le Parlement aux entreprises, mais aussi aux particuliers dans le cadre des impôts sur les ménages, mais principalement aux entreprises. Ce manque à gagner avait été compensé en partie par l'État. Et à un moment donné, c'était allé beaucoup trop loin, d'autant qu'on utilisait des dégrèvements. Et comme vous le savez, un dégrèvement, c'est à l'euro qu'il doit être compensé, ce qui n'est pas le cas de l'exonération, puisque le contribuable exonéré ne figure plus dans la liste des contribuables. Il est sorti de la liste des contribuables, ce qui n'est pas le cas du dégrèvement, vous le savez. Donc par conséquent, on a transformé ces compensations en dotations. C'est-à-dire que là, on a progressivement réduit la fiscalité locale, qui avait la même apparence qu'autrefois, parce que les impôts locaux existaient toujours, on avait toujours la taxe professionnelle, etc. Mais ce que l'on ne voyait pas, c'est que ces impôts locaux étaient bourrés de trous, ils étaient mités. C'est un peu comme, je ne sais pas, une table qui est mangée par les termites. Vous avez l'impression qu'elle est toujours là, vous appuyez dessus, elle s'écroule. Eh bien, c'était un peu ça, cette fiscalité locale. En 2003, il y avait 42% de la fiscalité locale qui était compensée par l'État. C'est-à-dire que l'État s'était substitué pour 42% de la fiscalité locale à l'État. On a d'ailleurs dit à l'époque que l'État était le principal contribuable local. En fait, le principal contribuable local, c'était le contribuable national, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part, et l'argent, il se trouvait dans les impôts d'État. On supprime en 2010 la taxe professionnelle, on la remplace par un autre impôt qui est composé de deux bases, une base foncière et une base valeur ajoutée. On redistribue également cette fiscalité locale entre le département, la région et les communes. Les communes n'y ont pas trop perdu à l'époque. Par contre, les régions ont beaucoup perdu et le département, lui est resté la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le reste est descendu au niveau communal. On était en 2010. Et c'est là, pour cette loi de finances de 2010 dont je parlais hier, que le Conseil constitutionnel français a dit qu'il n'y a pas de principe d'autonomie fiscale locale en France. Donc c'est la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009. Et puis maintenant, depuis la loi de finances pour 2018, on a supprimé en partie déjà, par cette loi de finances pour 80%, la taxe d'habitation et elle va être très certainement supprimée en totalité dans les années qui viennent. Donc par conséquent, on est face à une descente aux enfers de la fiscalité locale, ce qui ne veut pas forcément dire un manque d'autonomie financière. Comme je l'ai dit hier, on peut penser les choses tout à fait autrement. Alors au-delà de cette autonomie fiscale locale, je crois qu'il faut réintroduire la question de la fiscalité locale dans l'ensemble du contexte financier local, c'est-à-dire dans des finances inclusives. Nous sommes en plein quiproquo par rapport à ces questions-là. Nous avons un projet, on parle
rapidement de réforme de la fiscalité locale en France. Comme je sais que vous suivez tout ce que nous faisons en France, je pense que vous êtes déjà au courant de cela. Pour ce projet, on va supprimer la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartient pour le moment aux départements et aux communes, mais pas aux régions. Les régions n'ont plus du tout ce genre d'impôt. Et on va les transférer, on va transférer cet impôt au bloc communal. C'est-à-dire, ce que nous appelons le bloc communal, ce sont les collectivités, les communes et les groupements de communes à fiscalité propre. Donc, par conséquent, on va faire redescendre la taxe foncière sur les propriétés au niveau des communes et on va compenser cette perte pour les départements par une part de la TVA au département. Finalement, on vous a copié parce que vous êtes, je dis ça avec des guillemets, bien entendu, mais ça correspond à peu près à la part TVA que vous attribuez depuis déjà longtemps aux préfectures notamment. Donc une attribution de la part de la TVA au département. C'est toujours un peu dangereux, à mon avis, de tabler sur la TVA. C'est un avis personnel. La TVA est en fiscalité, et les fiscalistes qui sont là le savent bien, est un impôt que l'on considère comme un impôt sensible, c'est-à-dire sensible aux fluctuations de l'économie. Or, vous le savez, nous sommes dans un monde où on ne sait pas trop où on va. Actuellement, nous avons une épée de Damoclès sur la tête avec cette augmentation éventuelle des produits pétroliers, etc. Nous ne savons pas trop. Le Brexit va chambouler pas mal de choses. Nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup trop vite pour être assuré que la TVA soit un impôt qui puisse être évolutif en permanence. Et donc, par conséquent, et je terminerai là-dessus, il convient, à notre sens, en France, de s'intéresser également, mais on s'y intéresse depuis déjà pas mal de temps, au renforcement de la maîtrise des dépenses locales. On s'y intéresse depuis pas mal de temps parce qu'un rapport de 1986 avait déjà mis l'accent là-dessus. Un rapport de 1986 qui avait été demandé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, avait montré que les dépenses des collectivités locales évoluaient beaucoup plus vite que celles des dépenses de l'État, et particulièrement les dépenses de personnel. Donc, par conséquent, ce n'est pas une chose nouvelle. Et à partir de là, on a essayé de maîtriser les dépenses locales. Et là encore, en faisant en sorte d'encadrer l'action, finalement, des collectivités locales par ce que l'on a appelé des pactes de stabilité financière ou des contrats de stabilité ou des contrats de croissance et de stabilité. Je passe là-dessus. Mais disons qu'on a essayé de mettre en place, sans y réussir vraiment à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années, comme vous le voyez, 96, 98, 2000, 2007, etc., une norme de dépenses pour les collectivités locales. On a institué une norme de dépenses, mais pas obligatoire. On est toujours dans une situation très ambiguë, puisque, comme vous le savez, il existe, comme chez vous en France, un principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Alors si l'État dit « je vous interdis d'aller au-delà », etc., tout de suite, un tollé général va se produire du côté des collectivités locales qui vont dire « atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ». Si on regarde d'un peu près, le principe de libre administration des collectivités locales, il s'exerce dans le cadre de la loi, dans le texte de la Constitution. Donc, en tout cas, on essaye d'instituer une certaine norme de dépenses pour les collectivités locales pour limiter leurs dépenses de fonctionnement. On ne veut pas gêner l'investissement, mais leurs dépenses de fonctionnement. La dernière, c'est la loi de programmation. Nous avons une loi de programmation des finances publiques en France. C'est une loi qui programme, mais c'est une loi ordinaire, une loi de programmation. Ce n'est pas une loi spécifique, spéciale. C'est une loi qui programme l'ensemble des finances publiques sur une période qui n'est pas déterminée par la Constitution, mais là, c'est sur la période 2018-2022. Et dans cette loi de programmation, eh bien, comme vous le voyez, l'évolution des dépenses de fonctionnement devrait être de 1,2%. Mais ce n'est pas tout. Dans cette loi de programmation figure également un principe de contractualisation pour la maîtrise des dépenses locales entre l'État et les plus grandes collectivités territoriales. La contractualisation est un moyen de responsabiliser. J'ai fini. C'est un moyen de responsabiliser les collectivités locales. Beaucoup y sont opposés. Pour ma part, je suis favorable à cela parce que je pense que c'est une responsabilité que l'on donne par la contractualisation des collectivités locales qui figure là
dans l'article 13 et l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques en France. Alors, arriverons-nous à surmonter avec tout ça les chocs du futur? Il va y avoir des chocs du futur importants, liés à l'environnement, liés aux migrations, liés aux augmentations de population, liés aux problèmes de sécurité, etc. Il va falloir trouver des sources de financement autres que la fiscalité locale. La fiscalité locale, il faut la penser dans ce cadre général-là. C'est une question politique, la question de la fiscalité locale. Il faut une réflexion politique pour venir à bout de ce problème. Donc, je terminerai sur ce point. Il faut réfléchir, s'arrêter, là encore, pour réfléchir sur la réforme de la fiscalité locale. On ne peut pas bricoler la fiscalité locale comme on l'a fait jusqu'alors. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci, professeur Michel Bouvier, pour cet exposé qui nous a fait revenir très loin jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Je dirais, compte tenu du temps qui nous reste, puisque nous avons encore 2 intervenants, je vais être rapide pour dire tout simplement que nous n'avons pas peut-être à être jaloux du modèle français en ce qui concerne le système fiscal local. Je ne pense pas que ce soit non plus le meilleur modèle duquel on peut s'inspirer, donc d'après ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est que après l'autonomie fiscale, que je dirais toujours relative, des années 70, qui a connu peut-être son apogée en France, aujourd'hui il y a un retour en arrière, et aujourd'hui c'est l'État qui veut contrôler, c'est au niveau du pouvoir central que la fiscalité va être contrôlée. D'ailleurs, on le voit à travers le projet qui est actuellement en cours, puisqu'il est envisagé d'abord de supprimer la taxe d'habitation qui génère à peu près 23 milliards d'euros pour les collectivités, plus la taxe sur les terrains bâtis, propriétés bâties qui va descendre au niveau des collectivités, et donc qui vont être substitués par des transferts. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus un déséquilibre encore entre les recettes propres des fiscalités locales et les transferts. Ça veut dire que ça va se faire au détriment des transferts qui vont être beaucoup plus vers le centre, du centre vers les territoires. Et ce que j'ai noté également, c'est que la meilleure solution également pour les collectivités locales, c'est en France, c'est la maîtrise des dépenses aussi. Donc je termine là-dessus et je donne la parole tout de suite à nos 2 autres panélistes. Je commence par Madame Marie-Christine Escalasson, également professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour qu'elle nous qu'elle aborde la deuxième sous-thématique de ce matin, à savoir la fiscalité de l'entreprise, quelle matière imposable en France. Et je donnerai par la suite la parole juste après à Sifis Mkouar pour la partie Maroc également, quelle matière imposable pour les entreprises au Maroc. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être la plus concise possible parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et que beaucoup de choses qui concernent mon sujet ont déjà été évoquées. Je partirai d'une observation préliminaire puisque le sujet concerne quelle base d'imposition pour l'impôt local sur les entreprises. Si je m'adressais à un public de profanes, ce qui n'est pas le cas ici, hein, et en parlant de quelle base d'imposition pour l'impôt local sur les entreprises, cette formulation pourrait laisser entendre qu'il n'y a qu'un seul impôt local sur les entreprises. Ce n'est pas le cas au Maroc, M. Safir l'a excellemment rappelé tout à l'heure, ce n'est pas non plus le cas en France, et un regard comparé sur les systèmes fiscaux étrangers d'une manière générale montre qu'il y a beaucoup de taxes ou d'impôts locaux sur les entreprises. Mais l'autre observation que l'on doit ajouter aussitôt, c'est que dans pratiquement tous les pays, il y a un principal impôt local sur les entreprises, et c'est de celui-là dont je parlerai. Votre principal impôt local sur l'entreprise, c'est votre taxe professionnelle. En France, nous avions, ça a été dit, une taxe professionnelle de 1975 jusqu'en 2010, qui s'appelle aujourd'hui contribution économique territoriale. Ce qu'a dit M. Safir des Assises me laisse entendre ou penser que vous aurez prochainement peut-être une taxe économique territoriale sur les entreprises. Donc,
le Maroc ne suit pas la France, mais tout de même, nous avons quelques éléments de convergence que j'observe au passage. Donc, c'est de cet impôt local principal sur les entreprises qu'on trouve dans beaucoup de pays, dont je parlerai, en partant, bien sûr, de l'exemple français. D'une manière générale, ce principal impôt local sur les entreprises soulève deux grands types d'interrogations. Comme l'a rappelé excellemment Michel Bouvier, l'interrogation est d'abord de type politique, d'ordre politique. C'est quel partage des bases d'imposition entre l'État et les collectivités territoriales. L'État doit-il avoir le monopole des impôts les plus rentables? Les impôts les plus rentables sont les grands impôts qui ont été inventés au XXe siècle, à savoir l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA. Est-ce que l'État doit, ces impôts qu'on appelle des impôts d'État, est-ce qu'ils sont le monopole de l'État, ou l'État doit-il partager les bases d'imposition avec les collectivités territoriales? Je sais qu'au Maroc, il y a des partisans de cette approche, de cette seconde approche. Peut-être qu'ils nous en parleront dans un second temps. En tout cas, c'est la première interrogation de laquelle on doit partir. La deuxième interrogation, elle est d'ordre économique. À partir du moment où l'État, le pays, choisit d'avoir un impôt local sur les entreprises dont les bases d'imposition sont différentes du principal impôt local sur les entreprises de l'État, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, si l'État ne partage pas les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés avec les collectivités territoriales, quelle base d'imposition faut-il choisir pour les collectivités territoriales sans que, et c'est aujourd'hui une optique qui est généralement largement partagée, sans que cet impôt local spécifique sur les entreprises ne soit une gêne pour l'activité économique. Donc c'est de cela dont je vais parler, mais extrêmement rapidement, pour essayer de voir comment en France on a essayé de répondre pas bien à ces questions, avec des fortunes diverses. Et cette histoire française, cette histoire fiscale française sur l'impôt local sur les entreprises montre que c'est un long cheminement, un long tâtonnement, et que la réforme fiscale soulève des difficultés qui sont d'ordre politique et d'ordre économique. Donc, première observation, pour aller très très vite. Bon, au départ, qu'est-ce qui a déterminé en France le choix d'un impôt local sur les entreprises spécifique, c'est-à-dire la patente qui est devenue la taxe professionnelle, qui est devenue aujourd'hui la contribution économique territoriale. Quand on part des sources de l'origine, on s'aperçoit qu'au départ, ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution économique territoriale, qui est la fille, qui est le successeur de l'ancienne taxe professionnelle, elle-même de la patente, au départ, nous ne sommes pas dans les choix qui ont été faits depuis lors d'un système fiscal spécifique pour les collectivités territoriales. Au départ, en France, bien qu'on est dans un État unitaire, comme l'a souligné d'ailleurs, évoqué M. Saphir à propos de la structure constitutionnelle, on est dans un État unitaire, mais on va avoir un seul système fiscal unique qui va abonder l'État et les collectivités territoriales sur les mêmes bases d'imposition. Donc au départ, le choix qui a été fait en France, c'est quand même intéressant de le rappeler, ce n'est pas parce qu'on est dans un État unitaire qu'on va forcément avoir un système fiscal spécifique pour les collectivités territoriales. Nous avons eu pendant très longtemps, ça a duré 126 ans, on a eu un système fiscal avec des impôts additionnels pour les collectivités territoriales, des impôts additionnels, des impôts locaux qui étaient calculés sur les mêmes bases d'imposition que les impôts d'État. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à la Révolution française, on met à bas le système fiscal de l'Ancien Régime, on crée de nouveaux impôts d'État qui vont s'appeler contribution mobilière, contribution foncière sur les propriétés bâties, contribution foncière sur les propriétés non bâties, et patente. Et l'idée de l'époque, c'est une vision unitaire. On considère que ces impôts vont en priorité abonder les besoins de l'État, mais que les collectivités territoriales, mais à l'époque, il n'y a que les communes, on n'a pas la diversification qu'on connaît aujourd'hui, donc ce sont essentiellement les communes, et les communes vont avoir le droit de voter des impôts locaux sur les mêmes bases d'imposition que les impôts d'État. Donc il y a une cohérence globale. Ce système va marcher pendant 126 ans, et il va trouver son point de rupture en 1917, ça a été évoqué tout à l'heure, et c'est souvent les réformes fiscales qui
les réformes fiscales interviennent au moment des mutations. C'est pour ça que le choix de ce colloque est tout à fait pertinent. Quel est l'avenir des finances locales dans un monde en mutation? Il y a des mutations, donc il y a des besoins de financement. Donc, à un moment donné, les impôts existants ne vont pas répondre aux besoins existants. Donc, on a, en 1917, c'est la sortie de la guerre, il y a des besoins de financement. L'État français va commencer à faire sa mue fiscale, sa réforme. La vieille fiscalité du 19e ne lui convient plus, ne permet plus de satisfaire les besoins de reconstruction, notamment des infrastructures du pays. Et donc, on va créer un impôt sur le qui est en gros l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et donc, va se poser le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les collectivités locales, et ça a été évoqué par Michel Bouvier. La logique aurait voulu qu'on reste dans le système unitaire, dans la vision unitaire, avoir une fiscalité additionnelle. Ce qui aurait voulu dire avoir un impôt local sur le revenu additionnel, avoir un impôt sur les entreprises additionnelles, etc. Bon. Les responsables politiques ont eu peur des conséquences sur les esprits et que c'était déjà difficile de faire la réforme fiscale de l'impôt sur le revenu. L'épouse du ministre des Finances de l'époque a assassiné le directeur d'un journal qui avait fait campagne contre son mari, ministre qui portait la réforme, parce que ce journal faisait campagne contre l'impôt sur le revenu en disant c'est le bolchevisme, etc., c'est le socialisme, on va tout nous prendre. Donc, les esprits étaient très échauffés, le climat était politiquement explosif, et les responsables politiques de l'époque ont hésité à aller plus loin, à pousser le bouchon plus loin, et à faire que cette nouvelle fiscalité de l'État plus rentable serait aussi une fiscalité additionnelle. Donc, on a choisi le statu quo, l'immobilisme, pour les collectivités locales, pour la fiscalité locale, et on a abandonné aux collectivités territoriales les vieux impôts d'État que l'État ne voulait plus. C'est comme quand vous donnez vos vêtements à des gens qui sont pauvres. L'État a donné son vieux manteau fiscal aux collectivités territoriales, sans changer les bases d'imposition, sans revaloriser les valeurs. Donc, alors, mon sujet, c'est l'impôt local sur les entreprises. Donc, les collectivités territoriales ont hérité de la taxe, de la patente, et cette patente, évidemment, dont la base d'imposition était le foncier, qui n'a pas été revalorisée, a posé des problèmes, de même que toute la fiscalité locale qui était ainsi abandonnée. Bon. Donc, il y a un processus de modernisation qui a été réclamé, Michel Bouvier l'a dit, depuis les années 20, et la décision de modernisation va intervenir de manière courageuse dès les débuts de la Ve République, 1959. Il y a une ordonnance, et une ordonnance qui est, en ce qui concerne l'impôt local sur les entreprises, qui est très audacieuse, et vous allez voir pourquoi, parce que cette ordonnance dit l'impôt local sur les entreprises, c'est-à-dire la patente, devra être assise sur le produit brut d'exploitation. C'était la valeur ajoutée, c'est en gros le bénéfice brut, si vous voulez. En 1959, c'est extrêmement audacieux. La réforme va mettre 16 ans à... donc, M. Saphir, vous voyez que il faut être patient. Voilà, 16 ans. 1975, c'est la suppression de la patente, impôt local sur les entreprises, et sa modernisation par un nouvel impôt qui s'appelle la taxe professionnelle. Mais cette taxe professionnelle ne va pas être assise sur le produit brut d'exploitation, comme le prévoyait le législateur d'ordonnance organique de 1959. On va reculer. Et là, il y a un recul des responsables politiques, de la classe politique, qui a peur des conséquences trop innovantes, qui a peur des réactions du tissu économique, et on va tourner le dos à l'orientation de l'ordonnance et faire des choix malheureux que Michel Bouvier a évoqués, c'est-à-dire choisir de garder la valeur locative, on garde le foncier bien sûr, mais on y ajoute le prix de revient des équipements, c'est-à-dire on pénalise l'investissement, et en plus on va taxer une partie de la masse salariale, 20% ou 18% à l'époque, de la masse salariale annuelle. Bon. Donc un impôt dont on a dit qui pénalisait l'investissement et l'emploi à un moment même
où la conjoncture économique s'annonçait lourde de conséquences négatives pour le pays. Bon. Depuis cette orientation malheureuse a immédiatement conduit le législateur, ou l'exécutif d'ailleurs, à multiplier les mesures d'allègement pour essayer de réguler, mais de réguler par la dépense fiscale en répercutant les conséquences malheureuses de cette orientation sur le contribuable national, puisque l'État a pris à sa charge le coût des allègements successifs qui ont été multipliés. Donc je passe sur les détails. Il y a eu ensuite les corrections ont été envisagées sous la forme d'un démantèlement progressif de cette base d'imposition, suppression de la part salaire en 2003, etc. Bon. La nouvelle orientation date de 2010. 2010, le législateur a supprimé la taxe professionnelle et l'a remplacée par un nouvel impôt qui s'appelle contribution économique territoriale. Ce nouvel impôt est un impôt qui est original. Il est original dans la mesure où il se présente comme un impôt à 2 étages. Donc c'est une solution qui est une solution assez innovante. Un impôt à 2 étages. Le premier étage, c'est ce que l'on appelle la CFE, contribution foncière sur les entreprises. C'est un impôt qui taxe uniquement le foncier, les activités indépendantes, toutes les activités indépendantes, aussi bien le secteur économique que les professions libérales, sont taxées à minimum sur la valeur locative du local, du foncier. Cet impôt, qu'on peut dire universel, donc un impôt économique sur les activités indépendantes, universel, il taxe toutes les activités. C'est un impôt qui est dédié aux communes. Ce sont uniquement les communes. Le deuxième étage, c'est la taxation de la valeur ajoutée, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui ne concerne pas toutes les activités économiques, uniquement à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Et cet impôt, ce deuxième impôt, donc il ne concerne que les entreprises, en gros, à partir de, je crois, 500 000 euros de chiffre d'affaires, avec des mécanismes d'allègement qui sont aussi compliqués à expliquer. Cet impôt présente 2 caractéristiques. C'est un impôt dont le produit est partagé entre régions, départements et communes, selon une clé de répartition et en fonction de la localisation des bases d'imposition, ce qui permet, le cas échéant, de tenir compte de la performance des collectivités dans le choix de localisation des entreprises. Et la deuxième caractéristique, c'est le souci de régulation qu'a eu le législateur en enlevant, et là on rentre dans ce qu'on a vu depuis hier, c'est-à-dire au fond un processus de recentralisation fiscale indirecte, avec un taux d'imposition qui est désormais fixé par la loi et qui n'est plus fixé par les collectivités territoriales. Autrement dit, les collectivités territoriales, en matière de contribution sur la valeur ajoutée, n'ont plus le pouvoir fiscal de déterminer le niveau de pression fiscale d'imposition. C'est le législateur, c'est la loi. Il y a un taux sur l'ensemble du territoire, avec des taux aménagés selon les niveaux de chiffre d'affaires. Mais ce qui reste aux collectivités territoriales, c'est la capacité de déployer de la performance pour essayer d'attirer chez elles les entreprises et les bases d'imposition pour espérer pouvoir, de cette manière, recueillir le fruit de leurs efforts. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'expérience de la France en la matière d'imposition locale des entreprises. Notre nouvel impôt est un peu jeune. Il a été mis en application en 2011, il date de 2010. Donc, il faudra voir par la suite quel est son devenir réel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Marie-Christine Escalasson, pour cette intervention. Vous avez respecté le temps. Je vais juste rapidement dire, en résumé, qu'en France, la fiscalité de l'entreprise, c'était beaucoup plus un héritage de l'histoire qui a traîné et duré jusqu'en 2011 et qui n'y a jamais eu le courage de faire une véritable réforme de la fiscalité locale des entreprises. En 2000, donc la seule réforme qu'on peut citer comme étant concerné l'entreprise, c'est celle qui est arrivée en 2010, qui est toujours pour le moment à l'expérimentation,
puisque même s'il y a 8 ans, donc je pense on peut tirer des conséquences, mais au moins c'est une solution qui est considérée comme innovante, mais qui a permis d'asseoir la matière imposable sur à la fois la partie foncière et l'activité économique, c'est-à-dire la création des richesses par ces entreprises. Mais je souligne quand même que la question fondamentale qui était soulevée au début, c'est une question déjà politique, parce qu'effectivement, le débat, il porte beaucoup plus sur, parce qu'il y a les impôts qui sont rentables, ce sont les impôts d'État. Est-ce qu'il n'est pas légitime pour les collectivités territoriales qu'il puisse y avoir un partage de ces impôts avec ou une répartition de la base entre les territoires et l'État en ayant la même base dans le cadre d'une fiscalité unique qui serait une fiscalité avec la même base, avec les principaux impôts qui génèrent le plus, qui sont les plus rentables et qui pourraient être partagés entre les différentes entités. Voilà, je donne la parole tout de suite à mon ami Faisal Mkwar, expert comptable, président de Fidarog Grand Thornton, et qui était vice-président, il est ex-vice-président de l'ACGM, qui est le patronat marocain. Je te donne la parole, c'est Faisal, tout de suite, pour la partie fiscalité des entreprises au Maroc. Quelle matière imposable? Merci, Salam Jid, Monsieur le Président. Monsieur le directeur général de la Trésorerie générale du Royaume, Sénat Msouda, Monsieur Loueli, Monsieur le Président de Fondafip, Mesdames, Messieurs. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de cette 13e édition du colloque international sur les finances publiques, et particulièrement Sénat Msouda qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Donc, je suis honoré et heureux de prendre part à ce colloque qui réunit autant d'experts dont l'objectif de poser la problématique donc et de faire avancer la réflexion sur une thématique qui est complexe. Quelle finance locale dans un monde en mutation? Bien entendu, donc pour ma part, je donnerai le regard de l'entreprise et comment l'entreprise perçoit la fiscalité locale au niveau de la région. Alors, avant de parler de la matière imposable, puisque qui est le propos et qui est l'objet de mon intervention, il faudrait d'abord la mettre dans le contexte d'une interaction entre l'entreprise et sa région. Donc, il faut se poser la question, imposer pour quels besoins et en échange de quels services? Car l'entreprise consomme des biens et services et crée de la richesse. Donc, aussi bien l'entreprise que la commune ou la région dans laquelle on opère, donc chacun doit jouer un rôle. Et nous devons donc nous interroger quel est l'apport de chacun vers l'autre. Alors, du côté de l'entreprise, donc le rôle de l'entreprise au sein de sa région et de sa commune, il se traduit comment? Il se traduit d'abord, l'entreprise est créatrice de richesses économiques. Elle contribue au bien-être social à travers notamment la création d'emplois dans la région. Et l'entreprise est également, ça a été déjà dit par les précédents intervenants, à savoir que l'entreprise est un facteur d'attractivité pour la région. Donc si l'entreprise existe et opère dans une commune, dans une région, c'est parce qu'il est propice pour faire des affaires dans cette région. Alors du côté de la région, son rôle, ou la commune, les collectivités territoriales, vis-à-vis de l'entreprise, ils doivent avoir pouvoir des infrastructures économiques qui permettent justement d'exercer une activité. Ces collectivités territoriales devraient créer un climat des affaires adéquat, des procédures administratives avec une organisation du commerce et des circuits de distribution, avec une lutte contre l'informel. Donc c'est un point qui n'a pas été évoqué, mais qui est important aussi pour opérer sereinement et se développer dans une région. Fournir également des infrastructures sociales qui sont nécessaires pour empêcher le transfert des charges qui relèvent justement de services à la collectivité vers les entreprises, notamment les transports. Alors à partir de là, on peut s'interroger sur le rôle de la fiscalité locale en tant que lien entre l'entreprise et la communauté locale.
Alors, donc il y a du côté de l'entreprise, donc en fait, quand on fait un état des lieux, hein, on s'aperçoit qu'en fait, il existe un nombre important de taxes sur le plan local, et on doit s'interroger sur la pertinence de ces taxes. Cette réflexion nous amène à dégager deux observations qui sont majeures. Donc, premièrement, on constate qu'il y a une profusion de taxes, ça a été dit dans le cadre des précédentes interventions. Donc, il y a une profusion de taxes qui donne le sentiment à l'entreprise d'être surtaxée, alors que peut-être en réalité, elle n'est pas nécessairement, c'est pas une affirmation qui est nécessairement vraie. Et donc, l'entreprise, elle s'interroge sur la contrepartie, sur la perception, donc sur la contrepartie de ces taxes. Aujourd'hui, et hormis donc l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe professionnelle, l'entreprise peut être assujettie selon son activité à une trentaine de taxes et redevances qu'on pourrait donc catégoriser en trois blocs. Premier bloc qui concerne les taxes qui sont assises sur le patrimoine, à savoir la taxe professionnelle, la taxe sur les services communaux, la taxe sur les terrains non bâtis, la taxe d'habitation. Deuxième bloc qui sont les taxes appliquées sur le flux économique, par exemple donc la taxe sur les débits de boissons, la taxe sur les eaux minérales et de table, redevance sur les ventes de marché et de gros. Troisième bloc qui sont les taxes grevant les dépenses, à titre d'exemple, donc les taxes sur les opérations de construction et les taxes sur les opérations de lotissement. Alors, parmi ces taxes, trois principales taxes, à savoir la TSC, donc la taxe sur les services communaux, la taxe professionnelle et la taxe sur les terrains non bâtis, représentent plus de 70% des recettes locales, des collectivités territoriales. Donc, 27 taxes couvrent à peine 22% du budget des collectivités locales. Alors, à titre d'exemple, donc, on trouve en Tunisie, par exemple, 4 taxes locales, au Canada 3 taxes et en Turquie 2 taxes. Alors, deuxième observation qu'on peut faire, donc, c'est en deuxième lieu, donc c'est en fait, quand on examine ce qui est taxé, on se rend compte que plus on investit, plus on est taxé. Donc, on taxe le patrimoine et pas la création de valeur. Donc, ainsi, la taxe professionnelle, la taxe sur les services communaux et la taxe sur les terrains non bâtis, donc, qui représentent donc, plus de 70% donc, des recettes, donc, sont assises sur les valeurs patrimoniales. Il en résulte d'une part un découragement de l'investissement, une injustice entre une activité économique avec un chiffre d'affaires égal, par exemple une entreprise de services qui possède forcément moins de biens patrimoniaux qu'une activité productive sera moins taxée. Donc, au Maroc, aucune de ces taxes qui fournissent le gros des recettes des collectivités territoriales n'est assise sur la performance économique, alors que justement en France, on a dit qu'actuellement l'évolution c'est pour taxer plus la création de richesse et la création de valeur, et notamment aussi donc, le cas de Chili et le cas de Canada, donc, lorsqu'on fait le benchmark. On peut donc constater qu'au Maroc, la multitude de taxes locales qui sont soit forfaitaires, soit basées sur le patrimoine, alourdit la gestion de ces taxes sans impact significatif sur les recettes. Quand on calcule ce que représente aujourd'hui donc le poids de la fiscalité locale, on s'aperçoit que la recette de la fiscalité locale représente environ 5,6% des recettes de la fiscalité globale, à savoir la fiscalité locale et la fiscalité nationale. Alors maintenant, une fois qu'on a fait donc ces constats, qu'on a tiré ces constats et qu'on a fait ce benchmark, qu'est-ce qu'on peut proposer ou quelles sont les pistes de réflexion sur lesquelles on peut s'orienter? Tout d'abord, donc, la fiscalité locale devrait sortir d'un cadre qui est strictement budgétaire pour s'inscrire dans une optique de développement économique et social. Deuxième piste, donc, il faudrait étudier la contribution réelle de chaque taxe et mesurer son impact économique et financier qui est lié à la suppression, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, fiscale qui est en cours, il est prévu donc de réduire le nombre de taxes qui existent aujourd'hui.
Enfin, donc, il faudrait aussi partir d'une réflexion top-down, à savoir donc, partir du modèle de développement économique national, de ce modèle de développement économique qui se décline en modèle de développement régionaux, donc, tout ce qui est plan de développement régional. Et de là, on va déterminer quels sont les besoins des collectivités. Et de ces besoins, bien sûr, il faudra mettre en face les ressources en conséquence. Et à partir de ces besoins, donc, il y a lieu de construire donc, une matrice de l'effort, de contribution, d'une part des entreprises et d'autre part donc, des citoyens au niveau des collectivités. Il est important que la taxation des entreprises soit en rapport avec la création de richesses par l'entreprise. Donc plus une entreprise crée de la richesse, plus elle est en capacité de contribuer. D'autre part, donc, en matière de création d'emplois, les entreprises qui ont un rapport à activités similaires, des entreprises qui sont davantage dans une dynamique de création d'emplois pourraient bénéficier de réductions d'impôts puisqu'ils injectent des revenus de consommation dans la région. Enfin, il est également important de considérer qu'au-delà d'une taxation qui est purement liée à la contribution économique, l'entreprise devrait jouer un rôle social. On peut imaginer une taxe de solidarité qui alimenterait un fonds régional de lutte contre la précarité au niveau de la collectivité. Le niveau de cette taxe doit être payé par les citoyens actifs et les entreprises et qui serait lié donc au niveau de pauvreté dans la région et au nombre de citoyens dans une situation de précarité. Enfin, et en conclusion donc, de mon introduction, donc, de mon exposé, la fiscalité locale, elle devrait servir à la fois comme levier de développement économique au niveau de la région et de régulateur social. Merci. Oui, je note rapidement que ce qui ressort de l'intervention de Faisal Mkwar, c'est que effectivement, il y a aujourd'hui un système fiscal qui concerne l'entreprise qui appréhende la matière imposable, qui est constituée essentiellement du foncier et de l'équipement et des outils de production, ce qui est pénalisant pour l'investissement et pour la création d'emplois, et ce qui est en même temps injuste parce qu'il ne permet pas de distinguer entre les entreprises qui sont créatrices de richesses de celles qui ne le sont pas. Donc on n'appréhende pas réellement la création de richesses, et donc ce qui crée beaucoup plus d'injustice au niveau de ces entreprises. Il existe également une multitude de taxes effectivement à faible rendement, donc ça a été déjà dit, et qu'il s'est posé la question par rapport à la contrepartie, c'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'elles contribuent aux ressources d'une région ou d'une collectivité territoriale, ils s'attendent à ce qu'il y ait effectivement des services également, notamment en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines qui soient également formées et qui puissent répondre aux besoins des entreprises au niveau du recrutement. Il cite également il propose effectivement, dans le cadre de la réforme, un ensemble de pistes qui doivent être explorées. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la logique beaucoup plus de développement, c'est-à-dire que la fiscalité doit être un outil qui doit être utilisé par les collectivités comme outil, pour le développement économique de la région et de la collectivité. Qu'il faudrait évaluer bien sûr l'impact de la suppression de toutes les taxes qui sont à faible rendement, et d'attendre peut-être l'établissement ou l'élaboration du modèle de développement économique pour pouvoir mettre en place une fiscalité qui répondrait au mieux au modèle de développement économique qui est en préparation actuellement. Voilà, je remercie donc l'ensemble des intervenants. Donc je pense qu'on a dépassé un peu le temps qui nous était parti. Donc on va peut-être, si Monsieur le Trésorier Général vous nous le permettez, on va prendre peut-être encore 15 minutes pour les... donc il n'y aura pas de pause. Donc, le débat en fin de matinée. Donc ok, donc on va lever la séance tout de suite et
Merci. Le débat. OK. Donc, il n'y aura pas de débat avec la... Si. Merci.